C'est vrai qu'au départ, mon parcours est ultra classique. Je suis médecin, spécialiste, donc formé dans une approche rationaliste, matérialiste de la médecine. Et même le début de mes études de ma spécialité psychiatrique a été assez classique, classification des maladies et psychothérapie classique, c'est-à-dire psychanalyse en particulier en France. Mais après, j'ai eu la chance de me former aux différentes écoles psychothérapeutiques, donc d'élargir mon point de vue bien au-delà de la psychanalyse et de voir qu'il y avait besoin vraiment d'une psychothérapie adaptée à chaque cas des patients, donc une psychothérapie intégrative et éclectique qui utilisait le meilleur de chaque système de thérapie, sans obliger le patient à passer juste sous les fourches caudines d'une seule théorie et d'une seule pratique. Mais c'est vrai que ce qui m'a amené vers une psychothérapie, une psychiatrie différente, je dirais une psychiatrie spirituelle, qui tienne compte de la conscience et de la notion d'âme, et même d'esprit, si on veut aller plus loin dans le chamanisme par exemple, sont mes expériences que j'ai faites lors de formations en hypnose ou en EMDR ou moi-même, parce que dans les formations on est obligé de s'appliquer les pratiques sur soi-même, et ou même j'ai vécu des expériences extraordinaires, et c'est ce qui m'a mis sur la piste alors de l'existence d'autres dimensions que j'ai explorées ensuite plus loin, par le biais des techniques qui sont l'hypnose ou l'EMDR qui mettent les gens dans des états modifiés de conscience déjà bien importants, mais ensuite par l'étude du chamanisme, l'étude de la pratique du chamanisme, ensuite d'intégrer dans ma vie des dimensions comme la méditation, le yoga, le qigong, c'est-à-dire l'énergétique, l'approfondissement de la conscience dans la vie quotidienne. Donc toutes ces approches-là m'ont amené à une autre vision de ce qu'est l'homme, le sens de sa vie, le sens de ses épreuves, comment, entre guillemets, le soigner, ou plutôt comment l'aider à cheminer pour trouver sa vraie nature, son essence. Le cerveau, mais pas seulement le cerveau dans la boîte crânienne, il y a aussi un cerveau au niveau du cœur, ça a été démontré, puis un cerveau au niveau des intestins. Il y a un livre qui s'appelle The Second Brain, écrit par Gershon, qui parle du cerveau des intestins, qui contient 80% des neuromédiateurs, c'est-à-dire substances chimiques comme la sérotonine. C'est pas là dans ce cerveau-là, mais c'est dans ce cerveau-là. Donc on va dire les cerveaux du corps sont des magnifiques machines pour recevoir la conscience. La conscience est comme une substance invisible qui remplit l'univers. Les physiciens quantiques disent sans la notion de conscience, on ne peut pas comprendre comment fonctionne l'univers. Les physiciens les plus modernes, qui ont des prix Nobel de physique. Donc la conscience, finalement, c'est quelque chose d'extérieur au cerveau. Le cerveau a besoin de la conscience pour vivre, mais la conscience n'a pas besoin du cerveau pour vivre. On prend souvent l'image du fait que le cerveau, c'est comme un poste de télévision qui peut recevoir la conscience, la traiter aussi un peu à sa manière et lui renvoyer de l'information, donc interagir avec la conscience. Alors qu'est-ce qui se passe quand un poste de télé dysfonctionne? On ne peut plus capter la conscience. Par contre, la conscience existe toujours, c'est-à-dire que les chaînes continuent d'être émises par les stations, il y a des ondes dans l'air, mais simplement le poste ne peut plus les recevoir. Et dans les expériences de mort imminente, par exemple, le cerveau ne fonctionne plus, alors que la conscience n'a jamais été aussi performante. Et c'est possible parce que les gens ne sont plus dans leur corps, donc ils sont dans la conscience hors corps, donc dans la conscience beaucoup plus large. Alors que quand on rentre dans le corps, quand la conscience se rétrécit par les données sensorielles limitées du corps, on perçoit qu'une toute petite partie de la réalité avec nos yeux, nos oreilles et tout. Il y a bien d'autres façons de l'apercevoir. Quand elle est un peu omnubilée, rétrécie, en état ordinaire modifié de conscience, parce qu'on croit souvent que l'état modifié de conscience, c'est quand on prend des substances, quand on fait du chamanisme. Non, on est en état modifié de conscience. Les gens qui ne sont pas en état modifié de conscience, c'est-à-dire qui sont en pleine conscience, c'est ce qu'on appelle les éveillés. Il y en a très peu sur Terre, on va dire. Donc, quand la conscience est rétrécie parce qu'elle revient dans le cerveau, etc., là, oui, on peut dire c'est comme si on captait plus qu'une chaîne, parce qu'on est branché sur une seule chaîne, par le biais du poste de télé qu'est le cerveau, alors qu'il y en a plein d'autres potentiels. Et quand vous faites des voyages dans d'autres mondes, vous voyez que on ne vit à travers notre cerveau qu'une toute petite frange des multiples réalités qui coexistent dans l'univers, mais qui sont invisibles et subtiles. Oui, mais vous savez qu'en médecine, le premier médecin, ou je ne sais pas s'il était médecin, mais en tout cas il était scientifique, qui a parlé de rayons X, c'est-à-dire des rayons qui pouvaient voir à l'intérieur du corps. Je vous assure que les médecins de l'époque se sont foutus de lui, mais l'ont ridiculisé, l'ont taxé de charlatan, d'illuminé. Comment peut-on voir ce qui est invisible? Ça n'est pas possible. Les gens qui disent on ne croit qu'à ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les matérialistes, qui croient que la matière est la seule chose importante de l'univers. Or, grâce à la physique quantique, on sait que l'énergie est beaucoup plus importante. Il y a des structures invisibles d'énergie, ce qu'on appelle les champs, ou les champs quantiques, ou les champs morphiques, ou plein de types de champs, sont bien plus importants. C'est eux qui préordonnent et qui dirigent la construction de la matière à partir de l'énergie disponible dans l'univers. Et même au-delà de ces notions de structure et d'énergie, il y a la conscience, l'intention,
qui elle va construire des structures, qui elles vont canaliser l'énergie, qui elles vont donner de la matière. Donc la matière n'est pas du tout le prima movens de l'univers, c'est plutôt une des conséquences de déploiement de champs conscients, intelligents, autodéterminés et utilisant l'énergie de manière structurée pour créer de la matière. Vous voyez, donc bien sûr que si on est matérialiste, on dit seule la matière existe. Ça veut dire qu'il ne faut pas inventer le microscope, parce qu'après on va se dire « Ah oui, mais alors il y a des choses qu'on ne voyait pas dans la matière, mais qui existent, puisque maintenant avec un nouvel instrument, on les voit. » Et figurez-vous que si on veut voir l'invisible, on peut le voir. Korotkov, par exemple, ou Kirlian ont montré qu'il y a des champs électromagnétiques autour du corps, et que ces champs sont sensibles à ce qui s'y passe dans le corps, ou peut-être même préfigurent l'arrivée d'une maladie. Lorsque ces champs se modifient, ils peuvent se modifier avant même l'arrivée d'une maladie. C'est-à-dire on voit que c'est vraiment les champs électromagnétiques qui, dans leur perturbation, vont créer ensuite des désordres physiques. Il faut bien comprendre qu'on ne voit pas les corps énergétiques parce que tout simplement tous nos 5 sens sont situés dans le corps physique, donc ils sont sur le niveau vibratoire du corps physique. Or les autres niveaux énergétiques sont situés sur d'autres plans. Et si on veut commencer à les ressentir, il va falloir justement utiliser d'autres sens, justement le ressenti, l'intuition, la clairvoyance, etc. Donc ce sont des sens qui sont subtils et qui ne font pas partie de notre lot quotidien. On peut puiser déjà chez les Indiens, parce qu'en médecine ayurvédique, on retrouve la description de tous les corps et ils les ont décrits d'une manière remarquable. Mais il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que des Indiens, c'est qu'il y a aussi les Américains, les Russes, donc tous ces gens-là ont beaucoup développé les corps énergétiques, la recherche des corps subtils, etc. Et j'en discutais souvent avec une amie américaine et elle était toujours éberluée en me disant mais c'est pas croyable qu'en France on pose encore les questions de savoir si les corps énergétiques existent, alors qu'aux États-Unis ou en Russie, c'est des choses qui sont des lapalissades, sont des évidences, et ils ne sont pas en train de se poser la question est-ce que ça existe, ils sont en train plutôt de commencer à ils les utilisent d'une manière très pragmatique et très quotidienne. Donc il y a la possibilité, si on le veut et si on le cherche. Mais si on part du présupposé que ça n'existe pas, on ne va pas le chercher, on ne va donc pas développer des machines pour voir l'invisible. Par exemple, tous les gens qui disent, les matérialistes qui disent, non, ce qu'on aperçoit dans la conscience, lorsqu'on l'approfondit, on l'éclaircit, par des pratiques spirituelles, chamaniques, psychédéliques, yogiques, méditatives, enfin tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. Il faudrait leur dire, mais cher monsieur, vous savez qu'il faudrait un peu descendre dans le laboratoire psychique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, avant de dire que ça n'existe pas, faire vous-même les expériences de ces yogis, de ces médiums et tout, pour ensuite que vous puissiez constater si c'est vrai ou pas. C'est simple. Chaque fois qu'on a fait une hypothèse matérialiste pour expliquer une des composantes de la NDE, elle s'est avérée fausse. Chaque fois qu'on a fait une hypothèse selon laquelle la conscience est indépendante du cerveau et survit à la mort du cerveau pour expliquer ce qui se passe lors des NDE ou des expériences de mort imminente, elle s'est avérée pertinente. By sound unfamiliar to me, it was the sound of the motor going completely silent. Uh-oh. And the pilot turned to me and he slapped me. He says, "That's it, we're going down." So we just pitched forward and we plummeted straight down at over 100 miles an hour. And what was seen out of the cockpit, and this was told to me, I don't recall this, but we were going straight to the ground and we're headed right towards a gigantic oak tree. We did hit that tree going, like I said, over 100 miles an hour, and my face stopped my body going 100 miles an hour. So then the airplane cartwheeled on its wings and slammed into the ground. If you see pictures of the aircraft, I don't know if anybody could survive this. I had an experience I had never heard about. Never heard anything like this. As I was laying there in that condition, just racked with pain and discomfort in every way possible, suddenly my inner man, the real me, my spirit, sat up out of my body, and I could feel my legs go through the springs of the bed. Wow. And my spirit came out of my body as if you would take a glove off your hand. And instantly, I was in a spiritual world. Instantaneously, I knew this was the real world. And this man that I was seeing was the real me. Now, when that happened, were you aware of any pain still? Or No, were I was totally completely separated from the pain and the carcass? Completely, no. And I didn't even remember turning around and looking. I mean, I was transferred immediately into a spiritual dimension. And everything about the spirit world is more real than this world. The colors are brighter, the edges of everything are sharper, the emotions are just enhanced, they are clear. And instantaneously, the thing that really struck me the most was there was a complete absence of the awareness of time. Everything in this world is relative to time. You know, you got up this morning, you'll go to bed at night, something is old, something is new, it will get old, something is born, it will die. Everything in this plane, in the physical plane, in the natural plane, is relative to time.
But everything in the spiritual plane is relative to eternity. So what had been natural to be aware of time Right. was totally gone. And I was totally aware of eternity. It is shocking. It is stunning to be conscious and to know what eternity is. Also, logic and reasoning doesn't happen there. You know, based on the sum total of all my intelligent thoughts that I've learned, you know, I had a death and I'm in the spirit world. It's like you just know that you know that you know. It's like having a revelation constantly. Instantly, I knew I would never die for eternity. I was standing in this river of golden radiation. It looked like a moving river of golden light. And this river went that way, it went that way, it was underneath me, it was going right through me. And this river was alive. I don't know how to describe it, except that this It's called the River of Life. this river was alive. And it's going right through me. And I'm more alive than anybody can imagine. I mean, this is the height of the experience of life. Donc on va dire, on n'a jamais une preuve absolue définitive en science. Attention, on parle de science, pas d'expérience subjective, parce que si vous aimez quelqu'un, on pourra vous dire scientifiquement, non, vous ne l'aimez pas. Si vous sentez que vous l'aimez, il n'y a pas besoin de preuves. Je veux dire, on va dire qu'il y a 99% de chances que l'hypothèse selon laquelle la conscience indépendante du cerveau survient à la mort et qu'il y a une conscience indépendante, une sorte d'âme, a 99% de chances d'être plus crédible, plus pertinente pour expliquer l'ensemble des faits qu'on a amassés autour des expériences périmortelles, je reviendrai sur le terme de périmortel, que l'hypothèse matérialiste selon laquelle le cerveau sécrète la conscience comme le foie sécréterait la bile, et que quand le cerveau s'éteint, la conscience s'éteint. Là, il y a pratiquement, quand je dis 99, c'est plutôt 99,99% pour l'hypothèse qui a une conscience indépendante et 0,1%. Donc c'est juste après une question de bon sens. Les preuves scientifiques sont là. On a maintenant des preuves scientifiques médicales. La médecine est une science. Et on a la preuve que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, c'est-à-dire la définition actuelle de la mort clinique, eh bien les gens étaient capables d'avoir une perception, une cognition, ils étaient capables de voir ce qui se passait autour d'eux, ils étaient capables d'appréhender même ce qui se passait à distance de leur corps physique, au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc à moins d'être complètement bouché, eh bien, on a là la preuve que l'après-vie existe, qu'il existe une forme de vie et de conscience après la mort. Donc c'est tout à fait révolutionnaire. C'est quelque chose qui va bouleverser tout, si vous voulez, mais on n'arrive pas à communiquer là-dessus parce que c'est tellement bouleversant pour tout le monde que j'ai beaucoup de mal à communiquer, en particulier dans des émissions en direct. Si vous voulez, ça dérange nos sociétés occidentales qui sont basées essentiellement sur le matériel. On est dans cette logique-là, avec au-dessus le tabou de la mort qui plane. Et ce tabou de la mort, on en a besoin dans une société qui fonctionne comme ça parce qu'il n'y a pas cette dimension spirituelle, si vous voulez, qui éloigne tout ça. Donc on est dans une société de peur, on est dans une société où on ne peut pas parler de ces choses-là, du spirituel, parce que c'est contre nature, c'est contre la nature même du monde occidental. Les matérialistes, ils disent quoi? Ils essayent de trouver toutes les clés au niveau de la matière cérébrale. Ils disent que le cerveau est l'explication de la conscience. Vous dites, faites le petit pas de côté, le pas spirituel. Non, moi je dis, le cerveau ne fonctionnant plus, on est capable d'avoir une conscience, et ô combien plus performante, puisque les gens disent pouvoir voir à 360 degrés, se déplacer dans l'espace, aller voir ce qui se passe dans une pièce à côté. Et tout ça, si vous voulez, c'est scientifique parce que ça a été édité par des revues à comité de lecture comme The Lancet ou comme Nature. Oui, qui sont les revues les plus prestigieuses. C'est les revues les plus prestigieuses, c'est pas des revues ésotériques, mais avec ces résultats-là, on est incapable de franchir le pas pour dire aux gens, oui, il existe bien une forme de conscience lorsque le cerveau s'arrête, lorsque nous sommes en état de mort clinique. Moi j'aime bien citer l'histoire du mari cocu, entre guillemets, parce que je trouve là c'est remarquable de l'état d'esprit des gens qui ont toujours besoin de plus de preuves. Bon, il n'y en aura jamais assez. On dit pour les sceptiques, aucune preuve n'est suffisante. Alors que pour les croyants, aucune preuve n'est nécessaire. Il s'agit d'être ni sceptique ni croyant, mais d'être pragmatique, d'avoir un peu de bon sens et de croire quand même à l'expérience des gens qui font l'expérience de mort imminente, qui vous disent « je sais que c'était réel », etc. Mais il n'y a pas que ça, toutes les hypothèses sont validées dans ce sens. Donc, alors l'histoire du mari cocu, entre guillemets, c'est donc un monsieur qui s'interroge sur la fidélité de sa femme. Alors il l'a fait suivre par un détective, et le détective lui donne des nouvelles au fur et à mesure de la journée de ce qui se passe pour sa femme. Et bien ça y est, votre femme, je la vois, elle rentre dans un bistrot, elle va à côté d'un homme. Ah, ils se mettent dans les bras l'un de l'autre. Ah d'accord, d'accord. Ensuite, ben, ils s'embrassent. Ah là, d'accord, dites-moi toujours. Hein. Ah ça y est, ils ont pris une voiture, un taxi, et ils s'arrêtent devant un hôtel. Bon écoutez, je vais essayer de monter dans l'immeuble qui est en face de l'hôtel pour essayer d'avoir une place pour observer. Ça, ils y suivent. Ah, je vois votre femme et cet homme, ils sont dans une chambre, je les vois, la lumière s'est éclairée. Qu'est-ce qu'ils font? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont? Ah, ils se mettent tout nus.
Ils commencent à se dire, oh là là, allez, dites-moi ce qu'ils font. Ah ben là, je peux plus vous dire, ils ont fermé la lumière. Et le mari qui dit, ah, cruelle incertitude. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? On n'est pas sûr qu'ils aient couché ensemble, c'est sûr. Vous voyez, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il y a un moment, stop, quoi. Ok, vous voulez pas croire, entre guillemets. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit d'utiliser votre intelligence. My doctors were right. I was extremely ill from this and should not have survived at all, and should not have had any experience at all, much less any memories of experience. And that's one of the reasons why my story has captivated the scientific and medical worlds by storm, is because I had an unbelievably robust, hyper-real experience that I'm going to describe to you in some detail. And it should never have happened, according to everything that we know. Now, when I did come back, my brain was wrecked. No words, no language, no recognition of any of those beings around the hospital bed. My mother, sisters, sons. Absolutely no clue what this universe was. But I knew where I'd been. I remembered completely, full well, the journey I was returning from, even though I remembered absolutely nothing during any part of it of Eben Alexander's life before coma. Now, the important thing to understand is that Gateway Valley was much more real than this world. Far sharper, crisper, and more real than this. This is very dreamlike by comparison. That was a deep, deep mystery to me for a long time, trying to understand that ultra reality. It's very hard to put it into words. Later on, when I was trying to explain all this, and my original default was this had to be some crazy brain effect, some wild hallucination or drug effect or dream. That's what I was trying to explain it as. But after many, many months and going over all this with my doctors and everything, we came to realize, well, it was way too real to be real because it really happened. But it didn't happen in my brain, and it didn't happen in the physical universe. It was a much deeper clue about the nature of all existence, and in many ways confirmed tens of thousands of other near-death experiences and other spiritually transformative experiences, not to mention the writings of religious mystics and prophets and those writing about the afterlife going back thousands of years, because we're all talking about the same thing. No neuroscientist on earth can give you the first sentence, not even a sentence, to explain how the physical brain might create consciousness. And it's not because we haven't done enough research. You know, the 1990s were the decade of the brain, and Obama has recently earmarked a significant amount of federal funding to additional study of the brain. The more we study the brain, the more we realize it does not create consciousness. Et vraiment, quand on étudie les expériences périmortelles, hein, moi j'appelle ça juste avant la mort, ce qu'on appelle les near-death awareness, expérience de conscience accrue à l'orée de la mort. C'est-à-dire que les gens, juste avant de mourir, ils voient des parents défunts venir les chercher, ils voient des trucs paradisiaques, enfin des paysages paradisiaques. Ils s'apaisent, on leur dit des choses, ou ils voient des choses qu'ils ne connaissaient pas et qui s'avèrent vraies. Par exemple, tel membre décédé de la famille, on leur avait pas dit, parce que récemment il y a quelqu'un qui est mort, on leur avait pas dit pour pas les choquer parce qu'ils étaient déjà... Et en fait, ils voient cette... personnes spécifiquement venir les chercher alors qu'ils ne savaient pas qu'elle était morte. Enfin, deuxième chose, c'est juste pendant la mort, les expériences de mort imminente. Puis il y a troisième chose, juste après la mort, les expériences de contact avec les défunts. Il y a beaucoup d'études, et notamment en laboratoire, testées en double, voire triple aveugle, avec des médiums sélectionnés sur le volet, en testant toutes les hypothèses possibles pour expliquer les informations qu'ils recevaient, qui montrent qu'il y a bel et bien un contact avec la conscience de défunt, donc que la conscience persiste après la mort. Ça, c'est les travaux de Gary Schwartz ou de Julie Beischel, notamment au Windbridge Institute, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais le problème des sceptiques, c'est qu'on dirait qu'ils lisent pas les études scientifiques sur la parapsychologie. Et ils répètent toujours les mêmes critiques et toujours les mêmes doutes, alors que ces critiques et ces doutes ont depuis longtemps été élevés par des études scientifiques sérieuses. Donc toute cette convergence de faits venant de domaines différents, c'est un peu l'histoire du marigot au cul, quoi. Si on se dit encore, ah non, on n'a pas de preuves, etc. Parce que
Chaque fois qu'il y a une hypothèse matérialiste, quand vous dites par exemple c'est la kétamine. Non, il y a des gens à qui ça arrive, ils n'ont aucune kétamine. Parce qu'il y a des gens à qui ça arrive, c'est spontané, il faut un arrêt cardiaque, donc ils ne sont pas sous médicaments, mais des gens qui n'avaient rien eu avant. Hein. On peut faire un arrêt cardiaque de novo, c'est-à-dire sans savoir qu'on est malade au départ. Donc vous n'avez pas de kétamine ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de troubles psychologiques pour vous expliquer, vous n'êtes pas sous oxygène, donc c'est pas lié à l'oxygène que vous ingérez ou des différents gaz. On sait même que les gens qui sont sous médicaments pouvant modifier le psychisme ont moins de chances de faire une UNDE. Parce que justement, leur conscience a moins de possibilités de se détacher, ou elle est plus omnibulée par ces médicaments. Alors que l'expérience de mort imminente, c'est au contraire, c'est une hyper-conscience. C'est une conscience qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide, qui mémorise plein de choses, qui fait une psychothérapie valable pour la vie suivante, tout le reste de la vie pour les gens qui reviennent, en 5 minutes. Enfin, qui fait comprendre plein de choses, qui expose à l'amour, à la connaissance, à la revue de vie, où on voit toute sa vie défiler, on comprend tout ce qui s'est passé en se mettant à la place des autres, ce qu'on leur a fait vivre, et on en tire des leçons essentielles pour la suite de la vie. Il se passe des choses extraordinaires pendant l'expérience de mort imminente, comme si la conscience fonctionnait beaucoup, beaucoup mieux que d'habitude quand le cerveau la comprime. Quand votre conscience s'illumine, s'éclaircit, s'élargit, c'est la conscience qui crée la réalité. La physique quantique le montre, puis les sages, les mystiques, on a l'expérience de notre réalité, surtout en fonction de la conscience l'a entendue, l'a prévue, l'a intentionnée, l'a construite, la réalité. La conscience, et c'est un phénomène très important pour comprendre ce que c'est que la réalité. Plus on est dans la conscience, plus elle est éclairée, plus ce qu'on vit est vrai. Et plus ce qu'on vivait avant, quand la conscience était rétrécie, nous semble un sommeil, un rêve. Les yogis disent d'ailleurs que la vie humaine terrestre, c'est une sorte de rêve dont on se réveille après la mort. Enfin, donc non, dès que la conscience s'éclaircit, on n'a plus de sentimentalité parce qu'on est plus proche de la source de la réalité. Vous savez, quand je disais la hiérarchie, conscience, intention, structure, qui dirige l'énergie, puis ensuite matière, qui est l'aboutissement. Quand on est à conscience, on est à l'origine de la création ou de l'intention qui est présente dans toute chose. Donc on est plus proche de ce qu'on sent comme étant une réalité plus ultime, une source plus originelle. Donc c'est pour ça que les gens qui sont en état de conscience accru, parce qu'ils ont quitté leur corps, que le cerveau n'obnubile plus leur conscience, ont une conscience plus éveillée, donc une notion de réalité plus forte. C'est pour ça que Charbonnier avait décrit quelque chose qu'il avait repris, avait synthétisé quelque chose qui existe dans toutes les expériences mystiques, etc., l'état d'expansion de conscience, c'est qu'il y a une conscience ordinaire, rationalisante, puis une conscience intuitive. Je pense que nous avons deux formes de conscience. Une conscience analytique, celle qui marche à plein régime tout le temps, surtout quand on est adulte et scientifique. En gros, c'est ceux qui analysent tout. Elle nous situe par rapport au temps, par rapport à l'espace et par rapport aux autres. Elle mesure tout. Mais elle nous rend malheureux aussi, parce qu'elle nous projette dans le futur, avec toutes les angoisses du futur, dans le passé, avec toutes les nostalgies, et toutes les craintes du futur. Et puis elle nous situe par rapport aux autres, donc elle nous rend malheureux, jaloux. Elle fait, en particulier dans nos sociétés occidentales, un tel bruit, assourdissant, qu'elle empêche l'émergence d'une autre forme de conscience que moi j'appelle conscience intuitive. Et autant la conscience analytique est branchée sur nos 5 sens, autant la conscience intuitive, elle est branchée sur toutes nos perceptions extrasensorielles. Alors, perception extrasensorielle qui se trouve donc au zénith dans ces expériences de mort provisoire. Parce que cette conscience analytique, une fois qu'elle est éteinte, c'est cette conscience qui expose la conscience intuitive, qui nous relie à toutes nos perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire la médiumnité, l'intuition, la prémonition, la télépathie, enfin, tout ce qui nous relie à d'autres dimensions. La conscience rationalisante, elle ne dépasse pas la matière et le 3D. La conscience intuitive, mais c'est plus qu'intuitive, hein, c'est ouverte, non locale, quantique. Elle peut explorer d'autres dimensions, 4D, si on peut dire ça comme ça, 5D, etc. Donc elle est capable, quand on s'y plonge, de vous montrer ces choses que la conscience rationalisante habituelle, qui est celle de notre culture dominante, majoritaire, c'est je pense donc je suis, Descartes, donc c'est tout dans le rationnel, le logique, le déductif, il faut montrer, enfin voilà. Donc celle-là, effectivement, elle peut pas. Donc les gens, quand ils servent que de ça, c'est normal qu'ils ne voient pas. Si vous avez deux types de lunettes, un type de lunette qui est uniquement fait de verre complètement opaque, puis au contraire une type de lunette avec des verres transparents, c'est sûr que quand vous mettez les verres opaques, vous pouvez dire aux gens « je vois pas ». Puis quand vous mettez, tout d'un coup vous changez de lunette, vous mettez « ah bah si, ça, je vois, donc ça existe ».
Oui, ça dépend des lunettes que vous mettez. On voit ce que nos conditionnements, nos habitudes mentales, etc., le consensus socioculturel, tout ce qu'on... Notre cerveau, la façon dont il est formaté depuis la naissance, nous permet de voir. Mais on peut voir, je veux dire par exemple, avec une technique comme le MDR, des gens tout à fait normaux qui ne sont pas du tout médiums peuvent avoir un contact avec un défunt. Il y a le fameux livre de Botkin, Alan Botkin, qui a montré comment, en modifiant la technique de l'MDR, on peut aider les gens qui souffrent d'un deuil difficile, avec des choses à réparer par rapport à des défunts, qui peuvent, lors de la séance, être de véritables médiums, devenir de véritables médiums. Et quand on dit qu'on ne peut pas voir, si, c'est une question d'entraînement. C'est comme si vous me disiez, moi je ne peux pas voir quand je vais dans une galerie de peinture, quels sont les tableaux des impressionnistes. Je ne peux pas voir, j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est les mêmes que les autres. Ok, faites 10 ans d'études des beaux-arts, d'histoire de la peinture et tout, et vous entrez dans une pièce, mais vous le sentirez presque avec le nez que c'est un impressionniste. Et par contre, pour l'expliquer aux autres, ce sera plus dur, parce qu'eux, ils n'ont pas toutes les bases et les références et la culture que vous avez. Donc c'est pareil. C'est-à-dire que si vous faites du chamanisme, au bout d'un moment, vous allez avoir une notion de ce que c'est qu'un esprit. Soit des visions, soit des sensations physiques, soit même des sons, une musique qui vient, ou pourquoi pas une odeur, un goût. Si vous vous habituez à faire du rêve lucide, vous allez voir que votre conscience, elle a beaucoup d'autres possibilités que vous n'avez pas dans la vie ordinaire, et pourtant vous êtes dans un état de rêve normalement. Et bien ça, tout le monde est capable de le faire. Les contacts avec les défunts, un quart de la population, il y a des études épidémiologiques, a en fait des contacts spontanés avec les défunts. Si c'est quelqu'un qui meurt de vos connaissances, vous avez un quart de chance qu'il vous contacte et que vous aurez un authentique phénomène de contact. Mais les gens n'en parlent pas, ils ont peur qu'on les prenne pour des fous. Et encore, quand je dis un quart, ça passe à la moitié si c'est votre conjoint qui décède, et à 3/4 si c'est votre enfant qui décède. Clairvoyance, clairaudience, de journée comme de nuit pendant les rêves, mais ça c'est plus du tout les mêmes rêves, les gens vous disent pareil. C'était vraiment autre chose, je fais la différence, j'étais vraiment plus réel que la réalité. Il m'a dit des choses qui c'est tout à fait lui, puis il m'a dit des choses que j'ai vérifiées après et que je ne savais pas, qui sont vraies, etc. Mais il y a aussi beaucoup qui sont dans la vie active, c'est-à-dire même dans la journée, quand vous ne rêvez pas, vous ne dormez pas, il y a des contacts visuels ou auditifs ou gustatifs ou des synchronicités, enfin il y a plein de... je ne sais plus comment s'appellent les deux époux Guggenheim, voilà, qui ont écrit un livre sur Hello from Heaven en anglais, qui a été traduit en français. Alors, eux, ils ont fait un recensement de tous les phénomènes de contact avec les défunts spontanés. Vous n'avez pas besoin de le voir pour que lui vous voie, vous n'avez pas besoin de l'entendre pour que lui vous entende. Donc le principe, quand on s'adresse à des guides, c'est de faire comme s'ils étaient là, qu'ils vous entendaient, c'est ce qui va se passer. Et ça, ils peuvent vous le montrer plus tard. Il y a aussi des techniques qui permettent de s'absorber, d'entrer dans des états méditatifs, voire des états modifiés de conscience, qui va faire que vous pouvez percevoir que le guide est là, enfin le percevoir. Ça peut être très intuitif ou une perception globale, une sensation. Comme quand vous avez la sensation que quelqu'un vous regarde ou qu'il y a quelqu'un dans la pièce, vous retournez, il y a quelqu'un, mais vous ne l'avez pas entendu, pourtant vous aviez eu cette intuition. Donc vous pouvez avoir cette sensation globale. Ou, en allant un peu plus loin dans la pratique, avec les années, avec l'expérience, commencer à les percevoir, eux aussi, quand ils sont là. Mais ça n'est pas forcément indispensable du coup. C'est juste une conséquence logique de la relation de plus en plus intime et amicale et naturelle que vous liez avec eux. C'est comme si vous vous entraînez par le biais de votre affinité, de vos atomes crochus que vous avez développés avec eux, vous entraînez un peu dans leur monde. Ben, c'est ce qui se passe quand on est amoureux de quelqu'un. Quelqu'un peut vraiment nous entraîner dans sa passion et nous ouvrir à des domaines qu'on ne connaissait pas, nous faire sentir des choses qu'on n'avait jamais senties. Ce qui est sûr, c'est que plus la conscience est sur un plan subtil, il semblerait qu'elle peut continuer à avoir les plans moins subtils qu'elle, mais qu'elle peut plus difficilement avoir les plans plus subtils que là où elle est. C'est pour ça d'ailleurs que les défunts, dans les contacts, disent toujours « Je te vois et je veille sur toi. T'inquiète pas, fais ta vie, moi je vais bien. » Enfin, comme si ils disent « Je veille sur toi, je te surveille. » ou comme si eux pouvaient nous voir, mais pas nous. De même, les guides et les esprits du chamanisme, ils sont toujours en opération. Et ils peuvent vous donner, quand vous voyagez et tout, des indications qui montrent qu'ils étaient bien au courant de ce que vous avez fait. Ils avaient vu ce que vous faisiez, alors que vous ne les voyez pas. Donc, c'est un peu comme si, quand on est dans un espace à 3 dimensions, on peut voir tout ce qui se passe dans l'espace à 2 dimensions. Par contre, les gens qui sont dans Flatland, la 2 dimensions, ne peuvent pas voir les autres 3. Et même si vous mettez dans un espace à 4 dimensions, vous allez voir tout ce qui se passe dans les 3 dimensions, mais les gens de la 3D ne pourront pas pouvoir voir ce qui se passe en 4D. Donc, c'est des plans de plus en plus inclusifs, de plus en plus larges. C'est toute notre conception du monde qui s'en trouve modifiée, et tout le sens de notre vie, et tout le sens de notre responsabilité
qu'est-ce qu'on fait de cette vie et de cette conscience qui nous est donnée? C'est beaucoup plus simple de se dire non, vous savez quoi? Il faut profiter de la vie, parce que de toute façon, après, c'est fini. Ça, c'est une philosophie plus simple, et puis on peut bien se lâcher, faire des trucs, même des trucs pas moraux, même des trucs qui font du mal aux autres, après tout, de toute façon, on finit tous morts, donc etc. C'est pas une conception que de savoir que tout est relié, qu'on est tous liés les uns aux autres, qu'on vient tous d'un même esprit. Donc ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi. Ce qu'on fait à l'autre ou ce qu'on fait à soi, un jour, il y aura des conséquences qui feront qu'on sera réimpliqué pour retravailler ça. Donc on ne peut pas dire, par exemple, je fais du mal. Non, il y a un effet boomerang. Ce n'est pas une question de punition, c'est juste une question de nous aider à prendre conscience des conséquences de nos actes et de l'importance de l'amour et de la conscience dans l'univers. Donc rien n'est punitif dans l'univers. C'est toute une grande école d'apprentissage où les profs sont tellement sympas qu'ils nous font vivre à de nombreuses reprises les mêmes expériences jusqu'à ce qu'on ait compris. Pourquoi alors du coup, malgré toutes ces études, les gens ont encore du mal à y croire? Et parce que ça leur donne du coup une responsabilité qui leur fait un peu peur. Hein. Parfois on préfère être privé de liberté, être alarmé, puis on nous dit bien ce qu'on doit faire, puis comme ça il n'y a pas trop de choses, de questions à se poser, de responsabilités à assumer. Mais quand il y a toute cette dimension-là, alors là ça devient indispensable d'avoir une vraie vie qui devient éthique, qui devient consciente, qui devient spirituelle, c'est où il faille une pratique quotidienne comme de certaines techniques spirituelles, on va dire, ou techniques d'éclaircissement de la conscience, d'augmentation de l'amour. Donc ça fait plus de travail de savoir que ça existe. La spiritualité, ça ne veut pas forcément dire du tout vivre des expériences extrasensorielles. Ça ne veut pas forcément dire du tout développer des dons. Ça ne devient spirituel, ces dons, que si c'est fait pour aider l'humanité. Si c'est juste pour se sentir plus fort, pouvoir se vanter des expériences extraordinaires qu'on a fait, et se sentir supérieur aux autres, ça n'a absolument aucune importance. La spiritualité, c'est d'abord développer sa conscience, vraiment, au quotidien. Parfois avec des micro-pratiques de méditation répétées dans la journée. Donc c'est la conscience et l'amour, développer la conscience et l'amour. Mais ça peut être dans des domaines très banaux. Par exemple, quelqu'un qui serait par exemple fermier, qui ne ferait que s'occuper de ses champs, d'une bonne nourriture, saine, non trafiquée, qui serait dans l'amour avec sa famille, ses proches, ses voisins, qui aurait même une conception de l'agriculture qui est locale, qui ne fait plus appel à des pesticides, qui ne détruit pas le sol par la charrue, mais au contraire qui respecte l'humus du sol, enfin, qui aimerait aussi la terre. Enfin, quelqu'un peut être très spirituel dans une vie très ordinaire. Donc il ne faut pas faire dépendre de spiritualité d'états de conscience très modifiés. Ça n'est utile que pour les chamans ou les guérisseurs, ou pour, de temps en temps, savoir se mettre dans un état où on peut recevoir des indications de ce qu'on appelle ses guides, certains l'appellent l'ange gardien, d'autres des esprits alliés, ou l'âme. Savoir se raccorder à une dimension plus subtile. Mais c'est plus pour y recevoir des directives quand on est débordé, dépassé, quand on a besoin d'aide, que certains humains ne peuvent pas vous apporter. Mais ce n'est pas nécessaire pour une vie spirituelle. Une vie spirituelle, ça peut vraiment être une vie très simple, axée sur la conscience et l'amour, point barre, quoi. Le domaine spirituel n'est jamais séparé de notre vie. Comme un jour me disait un instructeur, le boulanger qui fait son pain avec amour parce qu'il va nourrir ses clients, il est spirituel. Il m'a dit, quand toi, à l'époque, tu faisais des maisons, tu construisais des ouvrages d'art pour le bien de l'humanité, des êtres, et que tu le faisais avec amour et conscience, j'étais spirituel. Donc le mot spirituel, c'est vivre et concevoir les choses au niveau de l'esprit, bon, tout en étant dans la matière. Mais la vie est difficile en incarnation actuellement. Nous sommes en contact, consciemment ou pas, avec des guides. Il suffit de leur demander de l'aide. Parce que souvent les guides sont là pour nous donner des informations, mais on a fermé les écoutilles, on est complètement sourd. Et de l'autre côté, ils s'époumonnent. En disant, mais tu vas comprendre, j'ai ça à te dire pour t'aider. Mais nous, ici, en étant incarnés, oui, il faut demander de l'aide, mais il faut être dans cet état de détachement, en disant, bon, voilà la situation, voilà mes difficultés, il y en a qui sont les légitimes, il y en a d'autres que je peux éviter, aidez-moi à éviter ce que je peux éviter. Il y a un dialogue qui doit s'opérer maintenant entre l'homme de la terre et les plans subtils. C'est le moment. Il arrivera un jour où ça sera courant, mais il faut déjà commencer. Si on est sur Terre
c'est pour être sur Terre. Je m'explique, si on devait rester conscience, lumière et amour, il n'y avait pas besoin de descendre sur Terre. D'ailleurs, des gens qui reviennent après une expérience de mort imminente vous disent que là-haut, enfin, dans ces domaines-là, tout est connaissance et amour. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'amour et de connaissance. Donc, si c'était juste pour être là-dedans, il n'y a pas besoin de descendre sur Terre. On est sur Terre justement pour aller un peu plus loin dans la conscientisation de la matière et dans la matérialisation de la conscience. Donc, faire cette double boucle. Donc, on est là finalement pour faire ce travail de mineur, d'aller dans la matière et d'aider à l'expansion, à la différenciation de la conscience. Tout ça pour aimer encore plus, pour connaître encore plus. Enfin, la conscience de l'univers originel, qu'on va dire, qui veut chercher à aimer, à connaître encore plus. Donc, on n'est pas sur Terre pour tout de suite penser à vouloir retourner dans le domaine lumineux. On est sur Terre pour faire face aux questions humaines et à apprendre à aimer dans la difficulté, la douleur, la maladie, la trahison, la peur de l'autre, la différence avec l'autre. Comment on va trouver la lumière et l'amour qui sont en nous et la conscience? On trouve un chemin pour aller s'implanter aussi dans ces domaines où là, pour l'instant, il n'y a pas d'amour et pas de conscience. Comme si c'était une plante qui voulait se développer et conquérir un territoire de plus en plus grand. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher dans la vie terrestre à avoir une vie spirituelle. Finalement, la vie la plus spirituelle sur la vie terrestre, c'est d'apprendre à aimer les autres, soit la vie, apprendre à se réjouir et à introduire de la joie dans ses rapports avec les autres, avec soi, avec la vie. Ça, c'est vraiment authentiquement spirituel. Elle doit incarner et nous faire saisir pourquoi l'amour et la conscience ont voulu créer tout ça et s'incarner là-dedans. La matière, on devient des porte-paroles de l'amour et de la conscience dans ce monde-là, quoi. Pour qu'il continue à se développer encore plus loin. Parce que la conscience est expansion, générosité, ouverture, dilatation, création. Donc, oui, mais d'accord, mais alors la lumière, elle ne suit pas. Donc on y va, on va ramener la lumière et la conscience là-dedans. Dans ces territoires un peu trop avancés, les avant-gardes de pionniers, dans lesquels parfois il n'y a plus de lumière parce qu'il y a quelque chose qui a coupé, il y a de l'ombre. Alors ça peut être la haine, la guerre, la famille. Enfin, je veux dire, et on ramène... Enfin, moi, c'est un peu... C'est vrai que c'est pas très scientifique tout ce que je vous dis, mais c'est une intuition... conforté de plein d'expériences que j'ai faites, de lectures, de rencontres avec d'autres gens, et tout va à peu près. Et moi, je suis que le porte-parole de toutes ces expériences et de ces gens qui disent la même chose aussi. Hein. Tous les grands courants mystiques et tous se réunissent, hein, comme des rivières qui arrivent à un même fleuve, puisqu'on est entouré de gens conscients, s'entraidant et cherchant à développer quelque chose d'harmonieux dans l'univers. On n'est jamais seul. Et la physique quantique, le monde, tout est relié, toutes les consciences sont connectées. Donc, toutes ces consciences bienveillantes et aimantes, elles travaillent ensemble. On est aimé par l'univers, on est aimé par les esprits, vraiment. Il n'y a qu'une chose qui peut nous couper de cet amour, c'est nos vieux schémas mentaux qui nous font croire qu'on n'est pas adéquat, avec toutes les variantes. Je suis un inférieur, je suis indigne d'amour, je suis différent, je suis mauvais, etc. C'est tout ce que nos conditionnements, nos blessures dans l'enfance nous ont construit pour nous couper de cet amour qui est toujours là. D'ailleurs, tous les courants mystiques le disent, tout est déjà là, mais simplement on a des voiles qui ont été mis devant le miroir, de la poussière. Il suffit de dépoussiérer et de voir qu'on était assis sur un trésor. À l'intérieur de soi, notre conscience qui est aussi divine, mais à l'extérieur, qu'il y a plein d'êtres potentiels, qu'il n'y a que nous qui nous en coupons, qu'il n'y a que nous qui nous en privons, parce qu'on s'en sent indigne, parce que là on a... Voilà. Mais même ce qui nous apparaît comme mauvais, entre guillemets, est une expression de l'amour de l'univers, qui nous pointe le doigt sur un schéma mental qui nous a coupé de sa bonté, qui nous dit « Regarde, il y a souffrance là parce que tu ne reçois pas l'amour et la lumière ou la connaissance, etc. » La sagesse. Donc, on est obligé de te pointer le doigt là-dessus, pas pour te faire du mal, pas pour te punir, pas parce qu'on t'aime pas, mais parce que sinon tu vas continuer, toi, à te faire du mal et à ne pas t'aimer, à te punir, alors que tu es un être merveilleux et qui a le droit à l'amour de naissance constitutionnellement et qui est aimé par la source. Incontestablement, il y a un éveil de la conscience, un changement de la conscience à l'échelle planétaire, qui se répercute évidemment sur les individus. Les patients viennent avec des intentions différentes, plus spirituelles, pas forcément parce que je suis connu pour ça de plus en plus, parce que ça on pourrait dire oui, bah, évidemment on attire les patients. Non, il y a des gens qui ne savent absolument pas ce que je fais, et qui n'ont plus les mêmes façons de vivre la vie, les mêmes problématiques, les mêmes niveaux de conscience que les gens que je voyais il y a 10 ans. Le niveau de conscience de la société change. Il y a plein de changements de conscience qui se font et qui montrent qu'il y a vraiment une raison d'espérer et de croire qu'on est en train de sortir d'une ère matérialiste réductionniste
Et on est en train d'entrer dans une ère où le monde est en train de se réenchanter, où les scientifiques sont en train de découvrir que les arbres, les animaux ont une conscience et qu'ils interagissent entre eux, même les scientifiques matérialistes, hein, c'est impressionnant. Où on reparle maintenant de l'âme grâce aux expériences de mort imminente de façon scientifique et non plus juste religieuse. Enfin, il y a vraiment des choses qui donnent lieu d'espérer que même la pratique de la médecine va changer au bout d'un moment. Mais ça ne sera pas par les instances universitaires classiques, elles sont conservatrices et qu'ils ne veulent rien changer, ce sera par là. L'achèvement de mentalité des gens, peut-être les journaux vont en parler un peu plus. J'ai vu récemment, par exemple, que l'étude de Sam Parnas, où il montrait que des gens dans le coma ou en état de mort imminente avaient gardé une conscience de certaines choses, avait été repris par les journaux en disant « il y a peut-être quelque chose après la mort ». Alors que d'habitude, les journaux... Non, il y a même des journaux qui ont dit « il y a quelque chose après la mort ». Alors que d'habitude, les journaux disent... un scientifique a dit, mais ça demande à être vérifié, puis ça peut être des hallucinations, puis vous savez, on a demandé à un autre scientifique qui a dit que non, tout ça, il n'y a pas de preuves suffisantes. Non, pour une fois, ils ont pris au sérieux les choses. Donc ça, c'est très nouveau. Ça date de cette année, quoi. J'ai jamais vu des journaux réagir sans dénigrer, se moquer d'eux ou vraiment réduire le phénomène. C'est la première fois. Donc, est-ce que c'est le signe d'un changement possible? We are one soul. We are one consciousness. This is all about all of us and all of this world. And it's time to get together and overcome those false boundaries of separation. You are deeply loved and cherished forever. You will be taken care of. You have nothing to fear.